Quel est le rôle du digital dans la gestion de l'eau ? La réponse dans Industrie du futur, le podcast qui rassemble celles et ceux qui s'engagent dans la transformation de l'industrie. Cette semaine, Florent Henry, chargé de projet chez EPI, Études et Projets Industriels, nous explique le rôle d'un bureau d'études et ses expertises à 360 degrés, du maître d'œuvre à la modélisation bâtiment et au suivi de réalisation. Pourquoi la gestion de l'eau représente un pilier vers l'efficacité énergétique ? Quelles solutions apporte la sectorisation et le traitement de données dans la gestion des fuites d'eau ? Ou encore, comment la cybersécurité est devenue un enjeu primordial dans la gestion de l'eau ? Alain nous partage les valeurs durables et humaines défendues par EPI. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Florent. Bonjour Laurent. Florent, merci d'être ici en direct du Carrefour de l'eau à Rennes. Tu es chargé de projet chez EPI, alors Études et Projets Industriels, c'est simple. Une société d'ingénierie spécialisée dans l'électricité, l'eau et l'environnement, ça tombe bien. Concrètement, cette société, ce bureau d'études, accompagne les agglomérations et les industriels dans la gestion de l'eau. Comment ça fonctionne un bureau d'études ? La mission d'un bureau d'études, je fais le parallèle avec la mission d'un architecte. Ouais. Elle intervient quand il y a un besoin qui est identifié, un besoin de traitement d'eau, de production d'eau, ça va être de l'eau potable, c'est de l'assainissement, et qu'il faut amener ça jusqu'à une réalité, jusqu'à un projet qui est fonctionnel. Et donc, dans le rôle de l'architecte, on va faire toute la conception, tout le design, et puis ensuite, on va accompagner notre client, le maître d'ouvrage, dans la réalisation de son ouvrage jusqu'à son parfait achèvement. Donc voilà, donc c'est ce parallèle avec l'architecte. Donc on est l'architecte des infrastructures, des réseaux d'énergie, des réseaux de contrôle-commande, de tous ces domaines. Et ça porte la responsabilité en cas de pépin ? Alors le maître d'œuvre, il a un engagement fort, un devoir de conseil évident sur l'engagement sur le coût du projet tel qu'il est imaginé, tel qu'il est réalisé. Et puis à la fin, la fonctionnalité, puisqu'il y a des enjeux forts dans le domaine de l'eau, de continuité de service, de coût d'exploitation. Ouais. Donc voilà, on a une vraie responsabilité là-dessus, ce qui implique derrière, il y a des compétences techniques pour être à la hauteur de la mission qu'on nous confie. Ouais, j'imagine. Alors peut-être que dans la question que je vais te poser, tu vas m'apporter cette réponse, mais qu'est-ce qui fait la différence entre non pas un bon chasseur et un mauvais chasseur, mais un bon bureau d'études et un bureau d'études classique ? Est-ce qu'il y a des critères en fait, qui font qu'aujourd'hui, un bureau d'études doit s'adapter à son temps, et quels sont ces critères ? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN d'EPI. En fait, on s'est positionné, nous, et on veut avoir ce positionnement de bureau d'études premium. Ouais. Pour une bonne raison, c'est que pour reprendre le bon et le mauvais chasseur, à mon sens, un bon maître d'œuvre, il doit avoir une connaissance assez précise de tout ce qui se pratique, c'est-à-dire de toutes les technologies qui existent, de toutes les contraintes de son client, c'est-à-dire qu'il doit être dans le monde de son client, dans la bulle de son client, pour être capable de lui apporter vraiment des solutions sur mesure, et pas des spécifications au kilomètre qui seraient du répété. Voilà. Un rapport de proximité, c'est ça que tu veux dire, avec une bonne compréhension des enjeux. Exactement, les enjeux, les problématiques. Et quand on est dans les problématiques de son client, on les comprend, on les vit avec lui parce qu'on a vécu des mises en service. Donc on a vraiment à cœur de lui amener la solution qui lui conviendra. D'autant plus que j'imagine qu'un bureau d'études comme le tien intègre forcément le digital. Ça foisonne dans tous les sens, il y en a partout. Comment fait-on pour bien orienter ces choix qui intègrent le digital pour plein de raisons, plein de choses, la gestion, l'anticipation, comment on fait ? Alors, il y a vraiment des approches différentes. On a des clients, maîtres d'ouvrage, qui ont une approche de gestion très familiale d'ouvrage, de plus petite mesure, et on essaye de leur apporter, de leur faire voir la plus-value de ces solutions. Donc là, ça veut dire qu'il faut, par des solutions qui sont compétitives, qui sont accessibles, faciles à mettre en œuvre et derrière à exploiter, leur montrer toute la valeur ajoutée de la data qu'ils peuvent retirer de leur exploitation. Et puis après, on a des gros maîtres d'ouvrage qui, eux, exploitent des installations qui sont industrielles, très importantes, qui sont déjà au fait de tout ça. Et là, il y a d'autres aspects qui vont venir se poser. Il y a plein de questions, notamment quand on parle de l'eau, on parle de la cybersécurité, on va parler de la maîtrise des données, de la gestion des données, parce qu'on peut remonter plein de données, mais encore faut-il en exploiter les informations essentielles, celles qui vont vraiment avoir une valeur. Donc, D'autant plus que tu as exprimé la cybersécurité, criminalité même, on pourrait dire. C'est un sujet qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Ça s'accélère, enfin c'est un truc quand même qui est fort. Là, on ne rigole pas, parce que c'est quand même la santé des gens qui est en jeu. C'est un sujet qui est évident maintenant quand on travaille dans le domaine de l'eau. Et effectivement, il y a 10 ans, on parlait de cyber-risque, mais on avait en tête quelques sujets célèbres, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, on a affaire à des clients qui vraiment ont des contraintes très fortes. On a malheureusement plein d'exemples assez courants de sites qui sont victimes, hospitaliers ou autres, de cyberattaques. Bien sûr. Donc quand on conçoit aujourd'hui une installation, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit absolument force de proposition et donc qu'on maîtrise ce sujet et qu'on ait les plateformes aussi qui soient compatibles avec ça.
Aujourd'hui, voilà, sur le marché, les opérateurs qui sont capables de fournir des solutions qui soient certifiées par des organismes comme l'ANSSI, etc., donc qui amènent un vrai gage de crédibilité, de sécurité, ouais. sont assez peu nombreux. Donc voilà, à nous de bien les connaître, de savoir les proposer. J'imagine que Schneider fait partie de ce groupe qui répond à ces enjeux-là. Un autre sujet à travers l'eau, et pas des moindres, c'est que depuis le 1er janvier là, de 2023, le coût de l'eau augmente. Il a augmenté entre 6 et 12%. Alors, au quotidien, on ne se rend pas compte, mais pour les collectivités, ça a un vrai coût. L'eau, en plus de ça, c'est extrêmement énergivore. Comment on peut réduire la facture dans tous ces nouveaux projets quand on voit finalement que l'eau se raréfie, se complexifie? Comment fait-on? Alors, il y a quelque chose que tu viens de dire qui est très vrai, c'est qu'en fait, quand on parle d'eau, on parle d'énergie, surtout d'énergie. Il y a toute une partie de réseau qui ne se voit pas, il y a du pompage, il y a énormément de phases de traitement, etc. On peut agir sur tous ces sujets-là. Il y a des solutions très performantes qui existent aujourd'hui, de variation de vitesse, etc. Il y a plein de sujets techniques qui existent. On peut les combiner pour avoir des gains. Et après, on revient, on parlait tout à l'heure du digital. Le digital, associé à toutes ces briques techniques, peut nous permettre d'aller chercher encore des pourcents d'économie. Donc aujourd'hui, le coût de l'eau, l'eau, c'est une ressource qu'on trouve gratuitement, mais de plus en plus rare. Et après, c'est tout son traitement, son acheminement qui va coûter de l'argent. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer, quoi. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer, avec des solutions comme celle de Schneider, pour apporter des solutions de réduction, quoi. D'autant plus qu'on ne se rend pas forcément compte quand on ouvre un robinet. Je pense que tout le monde a cette image en tête. Mais l'eau, ça voyage avant d'arriver jusqu'à nos maisons. Tu l'as exprimé. D'ailleurs, c'est l'une des grandes problématiques à laquelle sont confrontées les collectivités et les entreprises, cette fois-ci. C'est les fuites d'eau. 1/5, 20%, enfin ça dépend des communes, des villes, mais 1/5 en moyenne de l'eau est perdue dans les fuites. Là encore, le digital est vraiment la réponse? Oui, y a une réponse dont on sont en train de s'emparer, alors surtout les grosses collectivités, les métropoles, les grandes villes, c'est la sectorisation. En fait, c'est découper la distribution d'eau potable en secteurs avec des comptages et être capable d'isoler justement les fuites, de détecter ces fuites en faisant des comparaisons de comptage d'un segment à l'autre. Donc ça nécessite beaucoup de mesures, mais après aussi beaucoup de traitement de données pour être capable d'identifier les points sur lesquels on a des grosses fuites et prioriser les investissements sur ces secteurs, quoi. Les fuites sont dues à quoi finalement là C'est pour certains, c'est des réseaux qui sont vétustes. Il y a des réseaux qui ont été enfouis il y a plusieurs dizaines d'années, pour pas dire près d'une centaine. Donc on a des villes qui s'agrandissent de plus en plus. Je pense que les collectivités ont du mal à faire face aussi à tous les travaux neufs, tous les travaux de renouvellement. C'est des réseaux qui, à la fin, finissent par lâcher par vétusté, quoi. Vétusté, EPI, Schneider Electric, c'est une longue histoire d'amour. Vous travaillez ensemble. On est ici sur le stand de Schneider Electric. Comment un groupe et un bureau d'études arrivent à travailler ensemble sur des enjeux qui sont parfois différents d'une entreprise à une autre? Il y a 2 points communs à EPI et à Schneider Electric. C'est déjà le domaine de l'eau. Historiquement, EPI a été créé autour de ce domaine. Et ce qui fait que quand on va chercher des solutions, on va naturellement se tourner vers Schneider Electric, puisque on sait que vous êtes très investi dans ce domaine, vous avez des solutions pertinentes à proposer. Et puis après, il y a derrière toute l'engineering qui est capable de nous accompagner. Aujourd'hui, quand on prend l'engagement de mettre une solution chez un maître d'ouvrage, donc de mettre en avant un fournisseur, derrière, c'est une exploitation qui va durer 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc voilà, il faut que ce soit appuyé sur des constructeurs qui seront là durablement et qui seront présents quand on aura besoin d'eux, quoi. Très bien. On peut souhaiter longue vie à EPI. Comment fait-on pour entrer en contact avec toi? Le plus simple pour être avec tout EPI, il y a une petite adresse, c'est bonjour@epi94.fr. Très bien. Qui permet d'accéder à toute l'entreprise. Et puis après, en fonction des besoins, il y aura le bon interlocuteur pour répondre. Et puis j'imagine ton profil LinkedIn, Florent Henry, on rentre en contact. Bon, merci, tout ça a été très clair. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.